Bonjour Gérard Vergniaud et merci de te prêter à ce jeu de l'interview qui a quand même pour fonction essentielle d'exprimer une histoire et de permettre de la faire passer aux nouvelles générations. Et comme tu as été un des pères fondateurs de la didactique française, c'est important de t'interviewer et d'avoir ton témoignage pour cette histoire. Alors, je vais commencer dans la première partie de cette interview par te demander, te poser des questions un peu classiquement sur ton enfance, tes études et ce qui t'a amené progressivement à la didactique des mathématiques. Donc, tu peux nous parler un peu de ton enfance, de tes études? Mon enfance, c'est celle d'un enfant assez brillant, d'une famille modeste, découvert au dernier moment par un instituteur remplaçant qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» J'étais à l'école primaire pour la 3e année en classe terminale et qui m'a dit « Mais il faut aller au lycée ». Et il a réussi à convaincre mes parents que je passe le concours des bourses, grâce à quoi j'étais pensionnaire pendant 7 ans au lycée d'Angers, où j'ai terminé par Mathelem à l'époque. Et puis une année de préparation à HEC, puisque j'ai fait HEC. D'accord. Ce qui était un bizarre détour. Oui. Mais il faut savoir que tout en étant au lycée d'Angers, j'avais lu un livre de Jean-Louis Barrault qui m'avait beaucoup convaincu que le mime c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et donc je suis monté à Paris avec l'idée d'aller aussi vite que possible à Paris pour pouvoir faire des cours de théâtre et de mime. Ah. Que je n'ai pas manqué de faire. Alors là, le fait est qu'à HEC, je me suis ennuyé. J'étais rentré dans un très bon rang, mais je me suis ennuyé. Pourquoi? Parce que les disciplines intellectuelles d'HEC, c'était l'économie politique et c'était très mal enseigné. Donc j'ai monté un groupe théâtre. Et j'ai entraîné un certain nombre de copains à jouer la comédie, dans une pièce de Jean Anouilh d'ailleurs, Laquelle? le bal des voleurs. Ah oui, ça, je me souviens de cette pièce. Ça se posait bien, le bal des voleurs. Et puis j'ai commencé à suivre des cours de théâtre avec René Simon à l'époque. Le fameux cours Simon? Oui, c'est le fameux cours Simon. Mais c'était très orienté, très théâtre boulevard, quoi, tu vois, un petit peu plus quand même, enfin. Et donc le mime n'y trouvait pas son compte, tu vois, le candidat au mime n'y trouvait pas son compte. Donc j'ai réussi à trouver l'adresse de Étienne Decroux, qui avait formé Barrault et Marceau. Et je suis allé voir Étienne Decroux. Et donc j'ai fait des cours de mime à ce moment-là. Et c'est parce que ma connaissance, disons, des ressorts profonds de l'activité gestuelle était insuffisante que je me suis dit, je vais faire des études de psycho. Et je me suis inscrit à la fac. Premier cours, Piaget. Voilà, donc la logique, c'est je vais compléter ma formation en psycho. J'étais bon en maths et en physique, mais en psycho, pas spécialement. Et puis. Oui, la psycho n'était pas enseignée de toute façon. Je tombe sur dans le secondaire. Non. Et je tombe sur Piaget. Et Piaget, c'est un choc. C'est un choc pour quelqu'un qui était un petit peu. Donc Piaget enseignait. Il enseignait à la Sorbonne, il enseignait à Genève et à la Sorbonne. Et d'ailleurs, la 2e année, il n'a pas fait cours toute l'année parce qu'il a fait un infarctus. Mais grâce à lui, j'ai pu rentrer au CNRS et il m'a invité à Genève, après aussi, à venir régulièrement au Centre d'épistémologie génétique. Et c'est comme ça que tu t'es engagé dans un travail de thèse? De psycho. De psycho. Et de thèse, oui. Je suis rentré au CNRS à ce moment-là. Voilà. Et donc tu as fait ta thèse sous la direction de Jean Piaget? Autant qu'il dirigeait, parce que d'abord, tu vois, par exemple, la thèse principale que j'ai faite, il ne l'a jamais comprise. Mais moi, je n'allais pas dire du mal. Il en a rendu compte dans les études d'épistémologie génétique. J'aurais pu protester en disant, mais il n'a rien compris, le père Piaget, tu vois. Mais jamais j'aurais fait ça, parce que moi, je lui devais beaucoup de choses. Alors, ce qui m'a le plus influencé chez Piaget, c'est sa théorie des jeunes enfants, quand il a observé ses propres enfants, avec 3 livres, La naissance de l'intelligence, La construction du réel et La formation du symbole. Et ça, c'était quand même des idées tout à fait fondamentales. C'est la création de la psychologie cognitive du bébé
et du jeune enfant. Et puis il y avait toutes les recherches sur les conservations. Les conservations du nombre, du volume, du poids, etc. La logique qui les avait beaucoup intéressés, en fait ça ne m'intéressait pas spécialement et je pense que ce n'est pas la partie la plus intéressante de Piaget. D'ailleurs... Et les stades? Non, mais bon plus. Non. Non, parce que... Le développement, oui, mais pas les stades. Ouais. Les stades, c'est trop ambitieux. C'est l'idée qu'on va trouver des stades généraux de pensée qu'on va pouvoir résumer par des structures logiques, et ça, j'y crois pas. D'ailleurs, plus personne n'y croit. Oui. Alors que quand tu travailles sur le contenu des connaissances, comme par exemple les mathématiques, et lesquelles de mathématiques, parce que c'est pas pareil selon le domaine des mathématiques auquel tu t'intéresses, l'idée de développement, elle est parfaitement valable et intéressante. D'ailleurs, dans les tests que j'ai accompagnés, il y a beaucoup de choses qui portent sur le développement et sur le développement à long terme. Alors ça, c'est une chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développée en didactique des maths aujourd'hui, ici en France. Mais on pourra y revenir. Ouais. Tu nous dis quelques mots sur ta thèse. Je vois que tu as amené un objet. Alors, ma thèse... Peut-être tu peux le poser sur la table. Oui, c'est d'abord quelque chose qui en fait, s'intéresse... Alors voilà, j'ai mis un couvercle dessus parce que un enfant de 4 ans et demi à 10 ans peut très bien regarder ça et se dire comment est-ce que je vais pouvoir débloquer la barre rouge, puisque c'est ça qui est demandé. La barre rouge, c'est celle-là. C'est celle-là. Là, oui. Sinon, en tournant autour, quoi. Alors voilà une organisation de l'activité qui n'est pas un algorithme, parce que même si on a un nombre fini de peurs, on peut y arriver. Personne ne fait ça, aucun enfant ne fait ça. Et les adultes essayent et ils renoncent. Alors la raison, c'est que en fait, les relations sont un peu plus compliquées qu'on pourrait croire. Tu vois. Alors il y a des barres que tu peux tirer et qui servent à rien, celle-là. Des barres qui bloquent d'autres barres, mais attention, c'est que la connexité, par exemple, entre la barre verte et la barre rouge, qui peut être découverte par des enfants quand ils ont accès comme ça, chez les petits, on tire la barre rouge, on tire la barre verte, ça ne vient pas, on retire la barre rouge, on tire la barre verte, on tire la barre rouge. Là, il n'y a même pas l'analyse de l'antisymétrie de la relation d'encastrement. Donc, c'est pas la connexité est une chose importante, mais elle n'est pas suffisante pour entrer dans une démarche rationnelle. Et donc, c'est le premier enfant qui a trouvé ça, qui a réussi à sortir de ce cercle vicieux, je tire la barre rouge, je tire la barre verte, je tire la barre rouge, je tire la barre verte. C'est une enfant de 4 ans et demi. Et c'est un algorithme. De la barre bloquée à la barre qui bloque, de la barre bloquée à la barre qui bloque, de la barre bloquée à la barre qui bloque. Et je remonte jusque-là, et je recommence. Alors après, il y a un deuxième algorithme qui intervient plus tard, qui consiste à utiliser la transitivité de la relation. Pour tirer X, il faut tirer Y, pour tirer Y, il faut tirer Z, alors pour tirer X, il faut tirer Z. Et ça, c'est un algorithme qui vient plus tard. Vers quel âge? 6 ans et demi au plus tôt. Ah oui, d'accord. Et le fait est que donc l'antisymétrie de la relation d'encastrement et la transitivité de la règle que tu peux utiliser, c'est des constructions rationnelles du bébé qui ne sont pas enseignées et qui sont découvertes. Heureusement. Heureusement que les enfants ont une rationalité propre. Alors si je fais ça, les adultes eux-mêmes sont alors extrêmement embêtés, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Si tu caches. Si je cache. Si tu casses la structure. On est un petit peu dans le cas de la physique, si je peux prendre une métaphore. En maths, on a accès aux relations. En physique, on n'a pas accès aux relations. Elles sont cachées. Alors c'est un peu rapide comme métaphore, mais voilà. Et alors par contre, je peux avoir une information partielle. En faisant tourner, donc on peut explorer les relations. Voilà, tu vois. Et donc avec les enfants, c'était il y avait ce schéma-là ou ça aussi, mais tu avais c'était visible quoi. L'essentiel avec les enfants, c'est de travailler quand on voit tout. Oui, d'accord. Et là, tu as des enfants, quand tu leur demandes de dessiner le dispositif, ils ne dessinent pas à l'intérieur, les plus jeunes, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre les relations compliquées qu'il y a à l'intérieur. Donc, ils vont sortir, par exemple, les barres qui sortent autour, ou ils vont simplement faire une théorie d'existence, un théorème d'existence. Il y a des barres, et ils les mettent les unes à côté des autres, alors, sans même représenter la disposition spatiale. Donc ça, c'était ton travail de thèse. C'était mon travail de thèse. Alors,
Là, par rapport à Piaget, si tu veux, il y a l'idée quand même d'une organisation de l'activité dans le temps, qui se déroule avec une certaine rationalité, et qui montre que, par conséquent, l'enfant a une rationalité propre. Enfin, ils ont progressivement une rationalité Ils propre. développent progressivement, oui. Et c'est intéressant de regarder parce qu'en particulier, c'est une chose qui peut se répéter, tu vois. Le fait de pouvoir tirer une barre ou une autre barre, c'est très important. Et tu as dit, il me semble, quand je t'avais interviewé par exemple à Copenhague, tu avais dit que ce résultat était aussi important parce qu'il montrait les limites du behaviorisme qui était important, dominant. Si tu fais pas l'hypothèse de l'identification d'une relation, avec deux propriétés comme celle que j'ai dites, la première c'est l'antisymétrie, la seconde c'est la règle. Parce que la relation d'encastement n'est pas transitive, évidemment. C'est la règle qui est transitive. Donc il y a un calcul sur les règles. Alors avec le behaviorisme, tu peux toujours y aller. On est toujours dans la psychologie. Totalement, mais on est proche quand même des mathématiques. Oui, bien sûr, et avec ces notions d'algorithme, on est très très proche des mathématiques, effectivement. Et dis-moi, alors, qu'est-ce qui t'a amené plus précisément à la didactique des mathématiques? Bon, alors il se trouve qu'à ce moment-là, moi, le labo de Bresson dans lequel j'étais affecté, Piaget était mon directeur de recherche, mais j'étais avec Bresson, qui était directeur à l'école des hautes études. Il était tout proche du laboratoire de Guilbeault et Barbu. Donc, eux, ils étaient à l'étage au-dessus, donc moi j'assistais au séminaire. Et un beau jour, ils avaient un type qui était conseiller pédagogique à l'école active bilingue, et qui était polytechnicien et qui est rentré au CEA. Alors ils se tournent autour de la salle et puis ils disent qui est-ce qui pourrait bien le remplacer. Il s'appelait Skemp, le gars. Et donc on m'a proposé d'être conseiller pédagogique, et j'y suis allé. Et donc, je me suis intéressé à la formation des maîtres, puis à la formation des parents, parce que les parents étaient demandeurs. Donc, c'était en quelle année? C'était dans les années 70. L'idée, c'était qu'est-ce que c'est que les maths modernes? Qu'est-ce que vient nous faire chier avec ça? Et voilà, donc j'ai dû enseigner les maths modernes aux parents, enfin leur enseigner, tu vois. Les familiariser. Voilà, les défrayer, oui, voilà, bon. Et c'est ça qui m'a fait renouer avec les maths et la physique, puisque moi j'étais très bon en maths et en physique dans le secondaire. Donc à la limite, j'aurais pu faire une école d'ingénieur, tu vois. Bon, j'ai fait HEC parce que le mime me tarabustait, tu vois. Ben voilà, c'est ça le hasard. Et en fait, à ce moment-là, Graciela Rico, un jour, me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment intéressant, tu le connais pas, c'est Guy Brosseau. » Alors je dis, bon, ben, très bien, allons. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Guy Brosseau. Donc ça, c'était au début des années 70 ou à la fin des années, oui, voilà. Oui. J'étais invité aussi à l'IREM de Grenoble, qui était très actif à l'époque. Et j'ai rencontré là des gars qui étaient intéressés par ce que je disais. Et j'ai retrouvé là Régis Gras, qui avait été au lycée d'Angers avec moi. Régis Gras avait été au lycée d'Angers avec toi. Voilà. Et moi, j'ai reconnu parce qu'il avait été la vedette d'un film fait avec les filles du lycée de filles. Alors, je peux te dire qu'à l'époque, nous, ça nous faisait rêver. Moi, je m'intéressais au théâtre, et voilà qu'un gars qui s'appelle Régis Gras arrive à tourner un film avec les filles du lycée de filles. Et je l'ai regardé toute la matinée, tu vois, on était dans la même salle. Et toute la matinée, je me disais, mais qui c'est celui-là? Et lui, il faisait la même chose de mon côté. Mais j'ai découvert qui c'était avant lui. Et donc, voilà, et c'est comme ça que j'ai repris contact. Et avec Régis, et puis Guy Brosseau, que tu as rencontré. Guy Brosseau. Alors, en 1976, il y a eu un moment assez important parce que c'était le grand congrès le grand congrès de ICME, en fait. Oui, le troisième congrès ICME qui se tenait à Karlsruhe, en Allemagne. Et là, j'ai beaucoup participé aux discussions, et notamment, on ne parlait que de Brunner à ce moment-là. J'ai dit, arrêtez avec Brunner, non pas que Brunner ne soit pas intéressant, mais bon, on aimerait s'intéresser un peu plus au contenu des connaissances. Et c'est comme ça qu'on a créé PME. Donc on y reviendra peut-être un peu plus tard. La première rencontre a eu lieu en Angleterre l'année d'après, non, en Belgique d'abord.
D'accord. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'interview. Et donc, tu démarres là tes contacts avec la didactique des maths, avec des didacticiens des mathématiques. Et donc, tu vas être un des pères, effectivement, du développement. J'ai beaucoup travaillé avec André Rouchy à ce moment-là. Et tu as beaucoup travaillé aussi avec... Qui m'avait invité à travailler avec lui à Orléans. D'accord. Et sur quoi tu travaillais travaillais-tu avec André Rouchy à Orléans? D'abord, on a travaillé sur les problèmes d'arithmétique, par exemple, les problèmes de proportionnalité, structure multiplicative, etc. Un petit peu sur l'apprentissage de l'informatique, à l'époque. D'ailleurs, j'ai regardé dans les titres des thèses que j'ai accompagnées, il y a assez souvent de l'informatique pendant une période assez brève. Et oui, il y a eu une période effectivement où on a travaillé sur la didactique de l'informatique. Oui, on en a parlé récemment au séminaire national de didactique justement. Donc on en vient peut-être maintenant à ton œuvre didactique et, et en particulier à la théorie des champs conceptuels dont tu es l'auteur. Hein. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette théorie des champs conceptuels a émergé? D'abord parce que les mathématiques, ça a un contenu. Donc c'est intéressant de regarder de près ce contenu et l'évolution des compétences des élèves par rapport à ces différents contenus. Alors ça a commencé avec les structures additives et les structures multiplicatives. Pourquoi parler de structures additives et de structures multiplicatives? Parce qu'il n'y a pas une addition et une soustraction, il y a plusieurs situations qui appellent une addition, il y a plusieurs situations qui appellent une soustraction, une multiplication, une démultiplication, etc. Et donc ça m'a ramené vers le contenu, alors que Piaget était davantage orienté vers la logique. Alors la théorie des champs conceptuels, c'est pour moi essentiellement lié au fait que beaucoup de gens travaillaient sur des choses un petit peu trop pointues et qu'on ne comprenait pas très bien comment elles pouvaient se développer. Hein, et si tu ne regardes pas un ensemble de concepts, et notamment un ensemble de situations dans lesquelles ces concepts sont opératoires, tu ne peux pas comprendre grand-chose au développement, en particulier sur le développement sur le long terme. Dans la durée. Voilà, dans la durée. Et donc voilà, c'est ça que, par exemple, les additions, ça commence à 5-6 ans, mais c'est pas fini à 14 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc, qu'est-ce que tu vois comme, bien sûr, je ne vais pas te demander de nous faire un cours sur les champs conceptuels, c'est pas. Mais en fait, quels sont pour toi les ressorts essentiels, les concepts essentiels dans cette théorie des champs conceptuels? Si tu voulais expliquer rapidement. Ça, c'est la rapidité qui est difficile dans ce cas-là, tu vois. Parce qu'il faut beaucoup d'exemples. Il faut beaucoup d'exemples pour se faire comprendre. Mais moi, je ne veux pas faire ça parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais c'est vrai que si tu regardes les premières situations, revenons à cette idée de situation, dans lesquelles les enfants ont à faire une addition, c'est-à-dire à trouver deux nombres et à dire c'est ceux-là qu'il faut que j'additionne pour trouver la réponse à une question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Donc il n'y a pas de connaissance sans question. Et les questions, elles viennent souvent par les situations. Hein, plus ou moins pilotées par les enseignants, par les parents, par les copains, même le cas échéant. Mais c'est vrai, ou par les collègues dans le travail. Mais c'est vrai que si on ne regarde pas les questions auxquelles on peut s'adresser, il n'y a pas de connaissance. Donc ça, c'est une idée très brousseauiste, en fait. Hein. Oui, et en particulier, et puis je pense que pour tous ceux qui connaissent un peu la didactique française, l'accent que tu mets sur la notion de situation ici nous ramène effectivement très naturellement aux idées de Guy Brousseau. Est-ce qu'il y a une certaine filiation, relation entre le fait que Guy Brousseau a été très important pour moi, ça c'est clair. Mais le fait est aussi que je me suis engagé quand même vers un ensemble de situations plus vastes et plus différenciées que ce que Guy voulait bien entendre quand il développait la théorie des situations sur les décimaux, par exemple. Tu vois. Il y a quand même une assez grande variété de situations. Par exemple, si tu veux introduire l'addition et la soustraction des nombres relatifs pour parler simplement des structures additives, il faut autre chose que ce que
on peut dire avec alors, je ne sais plus comment Guy les appelle, ces situations un petit peu repères comme ça, qui sont... Des situations, comment? Fondamentales, oui, tu veux dire? situations fondamentales. Voilà. Bon, il n'y a pas que les situations fondamentales. Voilà. Donc la théorie des champs conceptuels, c'est l'idée qu'il faut élargir l'idée de situation à un ensemble de situations, notamment pour rendre compte de la variété des concepts et des moyens par lesquels tu vas essayer de traiter ces situations. Voilà. Ça, c'est un point essentiel. D'accord. Et dis-moi, donc, dans cette théorie des champs conceptuels, donc il y a effectivement, tu as bien insisté sur l'importance des situations et de la diversité des situations, et puis le fait de vouloir prendre non pas des concepts isolément, mais justement des concepts, un ensemble de concepts avec leurs interrelations. Il y a aussi la notion de schème, de théorème en acte, d'invariants opératoires, je pense qu'ils sont importants. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et voir, nous donner une idée de la façon dont ces différentes choses s'articulent? Alors, d'abord, les mathématiques, c'est pas seulement une connaissance ou un ensemble de connaissances. C'est d'abord une activité, et une activité en situation. Et ça commence très tôt. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant, et les jeunes enfants notamment, avec ça par exemple. Mais même les structures additives ou les structures multiplicatives, j'ai travaillé surtout avec des enfants et des adolescents. Un peu avec des adultes, mais surtout avec des enfants et des adolescents. Au point que quand j'ai commencé à travailler, il y a des gens qui disaient de moi que j'avais une conception ouvriériste des mathématiques. J'ai aimé beaucoup l'expression parce que comme j'étais membre du Parti communiste, je savais ce que c'était que l'ouvriérisme. Et les déviations ouvriéristes du Parti communiste français, par exemple. Tu vois. Mais c'est vrai que l'idée même de regarder des situations plus ordinaires que les situations auxquelles les mathématiciens professionnels s'adressent, c'était quand même une idée intéressante à mon avis et qui a permis qui est toujours intéressante et qui a eu de l'avenir. Voilà. Et donc ça, c'est un point tout à fait essentiel pour moi. Et c'est vrai qu'un champ conceptuel, c'est un ensemble de situations tellement vastes que certaines de ces situations sont vraiment des situations ordinaires, dans lesquelles les choses germent, même si un certain nombre de propriétés des concepts en jeu ne vont pouvoir être élaborés que beaucoup plus tard. Alors ça, tu regardes l'histoire des mathématiques, il y a des tas de choses qui sont arrivées dans l'histoire des mathématiques avant qu'on formalise. Par exemple, tu prends le concept de fonction et de variable, les concepts de fonction et de variable, bon, ben, il se passe plein de choses avant que le XVIIe et XVIIIe siècle en parlent d'une manière plus systématique. Alors les schèmes. Alors les schèmes, ben, c'est l'activité. C'est l'activité. Et alors si tu regardes, moi c'est bizarre parce qu'un jour, Jean-François Richard me dit, mais dans ta thèse, tu ne parles pas du concept de schème ou très peu. Effectivement, je le nomme une seule fois. Pourquoi? Parce que j'étais à ce moment-là très branché sur les algorithmes. J'avais lu le bouquin de Tratonbrot, un russe, Algorithmes et machines à calculer, et ça m'avait beaucoup impressionné, donc j'étais parti sur les algorithmes. D'où, par exemple, certaines des choses que je t'ai dit tout à l'heure avec ça. Mais c'est vrai que tu ne peux pas parler d'activité seulement avec les algorithmes, ça n'a pas de sens. Alors, à commencer par le geste. Je venais quand même du mime, moi. Et le geste, c'est quoi le geste? Il n'y a pas d'algorithme. Même la danseuse qui est sur les pointes ou qui fait une très belle arabesque, il n'y a pas d'algorithme. Le joueur de football, il n'y a pas d'algorithme. Il y a des choses plus ou moins rationnelles, il y a des techniques plus ou moins rationnelles, il y a des choses très importantes. Il n'y a pas d'algorithme. Tu le saut en hauteur, il n'y a pas d'algorithme. Et pourtant, c'est organisé, tu vois. Et même le saut en hauteur, il a fait l'objet d'une évolution au cours de l'histoire. Moi, quand j'étais petit, on sautait en hauteur en ciseaux. Ensuite, on sautait en rouleau ventral. Et ensuite, en rouleau dorsal. Et maintenant, tous les champions, ils sautent en rouleau dorsal. Ça, c'est la culture. Mais chaque sauteur, grand champion aujourd'hui, saute avec ses propres techniques. Et même ces techniques, elles évoluent au cours du temps. Donc, il faut rendre compte de ça. Voilà. Et donc, le schème, pour toi, c'est une organisation de l'activité qui se déroule dans le temps. L'activité se déroule dans le temps.
Ce qui est invariant, c'est l'organisation, c'est pas l'activité, donc c'est pas un stéréotype, un schème. Ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire que c'est fondé sur une perception, au moins, compréhension, construction, éventuellement, des relations en jeu, hein, et des rapports avec l'organisation de l'activité. Alors ça, c'est un point essentiel, c'est une propriété essentielle de l'algorithme. Hein. Et les invariants opératoires? Et les invariants opératoires, c'est la conceptualisation. C'est-à-dire ceux qui ne disent pas nécessairement leur nom dans l'activité, mais qui n'en existent pas moins. Et par exemple, c'est vrai que Piaget a quand même déblayé le terrain sur les invariants opératoires. Tu peux donner un petit exemple précis, quelques exemples précis de schèmes, d'invariants opératoires reliés aux mathématiques. Là, tu as par exemple, là, tu prends... par exemple, dans le champ des structures additives, par exemple, ou multiplicatives, comme tu veux. Je viens de gagner 3 billes, maintenant j'en ai 7. Combien est-ce que j'en avais avant de jouer? Il faut inverser les gagnés 7, non, les 3, l'appliquer à l'état final pour retrouver l'état initial. Les enfants, ils ne savent pas faire ça. Hein. Les jeunes enfants. Donc c'est une construction, c'est une élaboration qui va tenir, qui repose sur l'analyse de la relation de transformation d'un état initial en état final et de la réciproque. Bon, ben ça, c'est de la conceptualisation. Même si elle ne dit pas son nom. Même si l'enfant bafouille un petit peu en disant, bah voilà, les 3 billes là, bah oui, bon, bah, je les avais pas, donc mais je les ai à la fin, bon, alors voilà, il faut les soustraire. Il ne le dit pas d'ailleurs, il ne le dit pas. La plupart de ces connaissances restent restent implicites. La plupart, pas toutes. Alors le rapport entre les connaissances implicites présentes dans l'activité en situation et la formulation en langage naturel, sans chercher un symbolisme excessif, tu vois, ou même un graphisme, tu vois, parce que moi j'utilise beaucoup des diagrammes. Des diagrammes. La formulation en langage naturel est un second moment par rapport à la prise de conscience dans l'action, dans l'activité. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Là aussi, on voit des similarités aussi, des proximités avec Brousseau, dialectique de l'action, de la formulation, oui, de la validation. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, la formulation, c'est pas l'action. C'est plus que l'action. Dans le meilleur des cas, parce qu'on peut aussi répéter des choses qu'on ne sait pas utiliser. Hein, tu as des gens qui récitent le théorème de Pythagore et qui sont absolument incapables de l'appliquer. Le théorème de Thalès, pareil. Donc ce rapport entre, quand même, juste pour conclure un tout petit peu sur ce point, ce rapport entre les connaissances utilisées dans l'action, qui repose sur la perception, mais aussi sur les constructions, sur toute une série de connaissances qui sont là, tu vois, présentes dans le milieu. Et c'est pas le même milieu si tu as des enfants de 8 ans ou si tu as des enfants de 15 ans, par exemple. Bon. Et puis, ce rapport donc, entre les connaissances implicites dans l'activité et les connaissances explicites en langage naturel, ou mieux encore, formalisées, F égale M gamma. Parle, F égale M gamma, bravo. Vive Newton, mais qu'est-ce qui se passe avant? Hein, et ça, c'est tout de même, si on veut faire de l'épistémologie, faisons-en jusqu'au bout, quoi. L'épistémologie, c'est ça, c'est aussi l'activité rationnelle en situation. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à la rationalité, en fait. Hein. Et dis-moi alors, finalement, donc cette théorie qui s'est développée, qui a maturé, qui a évolué aussi, bon, elle a produit des résultats. Oui. Est-ce que tu pourrais donner une idée de résultats importants que cette théorie a produit à ton avis? Alors, dans mes propres travaux, déjà, par exemple, sur les structures multiplicatives, c'est-à-dire les problèmes de proportion simple et de double proportionnalité au minimum, ou de triple proportionnalité, le cas échéant, tu as des aspects très importants qui sont les isomorphismes entre variables, tu vois. Et puis tu as les coefficients de proportionnalité. Hein. Si tu as une double proportionnalité, c'est encore un peu plus compliqué. Tout ça ne vient pas comme ça d'un seul bloc. Tu vois, même si après tu peux mettre un formalisme dessus qui résume assez bien les choses,
Ça vient morceau par morceau. Par exemple, j'ai ici dans mon sac une thèse faite en Corée du Sud, où on enseignait le calcul de quatrième proportionnel avec des égalités de type A sur B égale C sur X, le X au dénominateur. Oui. Hein, et on enseignait ça dur comme fer, tu vois, et les enfants, ils n'avaient pas du tout envie d'utiliser ça. Mais au bout du compte, ils arrivaient quand même à l'apprendre. Et au bout d'un an, quand on recommençait l'expérience avec eux, ils n'utilisaient plus. Ils revenaient à des propriétés d'isomorphisme de la proportion simple. Est-ce que tu peux préciser pour par la exemple, personne ce que tu entends par isomorphisme de par proportion exemple, simple? si tu as, je sais pas moi, des poids et des prix de fruits, tu vois, bon. Si je dis j'ai 3 kilos valent tant et 6 kilos ou 12 kilos valent combien, Oui. hein, sachant que 3 kilos valent par exemple, je sais pas moi, 5 euros, hein, tu vois, je suis bon marché. Oui. Tu vas dire 12 c'est 4 fois plus. C'est, je cherche un rapport, s'il est entier c'est plus facile, entre deux grandeurs de même nature, et je le transpose sur la deuxième grandeur. Voilà. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est une propriété fondatrice de la proportionnalité. Oui, et des applications linéaires. Et des applications linéaires. Donc, c'est les problèmes, c'est les plus, voilà. Alors, tu dis l'application linéaire, je ne vais pas enseigner les applications linéaires pour autant à des enfants de CE1 ou de CE2, tu vois. Enfin, de CM, de co moyen, tu vois. Une conceptualisation, une reconceptualisation qui arrivera beaucoup plus tard. Ben voilà. Et pourtant, c'est très important de voir que c'est bien cette propriété-là que les enfants utilisent, avec laquelle ils se sentent confortables. Dans certains ensembles de nombres, de type de rapport. Bien sûr, bien sûr. S'il s'agit de le généraliser à n'importe quel nombre, y compris à des nombres décimaux plus petits que 1, ce qui est quand même un peu plus délicat, hein, évidemment, ça va changer un petit peu les choses. Donc ce rapport entre les connaissances implicites ou explicites, elles ne sont pas toujours implicites, elles peuvent être explicites, mais la plupart du temps elles restent implicites. Les connaissances, les conceptualisations implicites dans l'activité en situation et les conceptualisations explicites de l'adulte et encore mieux du mathématicien, il y a des rapports qu'il faut absolument regarder, quoi. Notamment si on s'intéresse au développement à long terme. Hein. Et derrière ça, le lien avec donc les théorèmes en acte. Eh bien, ce que j'appelle les connaissances implicites, c'est justement les théorèmes en acte. Voilà. Et par exemple, un concept et un théorème, c'est pas la même chose. Donc parce que tu as des concepts en acte Là, par et contre, des théorèmes en j'utilise acte. assez facilement le travail de Russell, de Bertrand Russell. Tu vois, c'est un concept n'est pas vrai ou faux. Il est pertinent ou non pertinent. Qu'est-ce qui peut être vrai ou faux? Un théorème. Est-ce que les enfants utilisent des théorèmes faux? Oui. Est-ce que parfois ils font des raisonnements relativement justes avec des théorèmes faux par bricolage? Oui, aussi. C'est important. Tu vois. Par exemple, dans la recherche d'une quatrième proportionnelle, on a observé avec Rouchier, quand on avait travaillé là-dessus, 25 procédures différentes. Donc il y a effectivement cette... Voilà. Je pourrais utiliser le mot schème. J'utilise le mot procédure parce qu'on colle aux données numériques exprimées. Mais c'est vrai que parmi ces procédures, il y en a quelques-unes qui conduisent à la réussite, il n'y en a pas beaucoup, 2 ou 3, presque systématiquement. Il y en a d'autres qui conduisent la plupart du temps à l'erreur, mais pas toutes et pas toujours. C'est-à-dire que voilà, c'est ce tableau-là qu'il faut essayer de comprendre. Et que la théorie des champs conceptuels, selon toi, essaye de saisir, essaie de saisir et fournit des outils opérationnels pour le saisir. Oui, par exemple, si les enfants utilisent, par exemple, des propriétés d'isomorphisme de la fonction linéaire, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce que je peux essayer d'étendre le champ de ces propriétés au-delà des nombres entiers ou des rapports simples, tu vois, par exemple. Et voilà, c'est un bon cas, la proportionnalité, parce que c'est quand même un des gros trucs de la vie courante. Hein. Oui. Et puis le modèle linéaire est un modèle absolument essentiel. Essentiel. De toute façon, qu'il soit global ou qu'ensuite il devienne local. Alors, si tu regardes, je vais prendre un autre sujet, les représentations graphiques. Moi, quand j'avais travaillé là-dessus,
Il y a des gens qui se disaient, mais pourquoi ça travaille là-dessus, ça va de soi, c'est pas la peine de... Michel Hulin, qui est un grand bonhomme et que je respectais beaucoup, tu vois, un jour je lui explique le travail qu'on avait fait sur le placement de données numériques ou quasi-numériques sur la droite, et je lui dis, tu sais, le concept d'abscisse, c'est pas un concept facile pour les enfants. Ça va de soi pour un certain nombre de gens, mais pas pour les enfants, pour la plupart des enfants. Et il me dit, mais Gérard, le concept d'abscisse, c'est pas un concept. Et c'était Michel Hulin, que je connaissais bien et qui était pas mal disposé à mon égard, au contraire, tu vois. Mais il ne voyait pas qu'un concept aussi ordinaire que le concept d'abscisse pouvait être un problème pouvait donner lieu à des problèmes de conceptualisation chez les enfants, chez les élèves. On ne voit pas toujours la richesse des conceptualisations qui sont nécessaires pour apprendre. Oui, oui, il est sûr que la didactique des maths a eu pour fonction aussi de dévoiler cette complexité. Oui, absolument. Mais tu vois, à mon goût, pas assez. Voilà. Voilà. Et tu penses que voilà, c'est le psychologue et tu te dis oui, oui. Tu dis, mais si on s'intéresse vraiment aux enfants et au développement dans la durée, il faut quand même regarder les choses avec un petit peu plus d'ouverture. Et voilà. C'est sans doute Non, mais je pense que ça permet effectivement aussi de bien cerner ton regard et ce que effectivement on essaie d'attraper avec la théorie des champs conceptuels. Du contenu mathématique ou du contenu, tu vois, il travaille par exemple sur les situations de hasard ou de quasi-hasard. Et il ne développe pas tellement le calcul de probabilité, mais si tu parles pas du calcul de probabilité, tu ne peux pas regarder, par exemple, les erreurs dans le domaine des probabilités conditionnelles, qui sont essentielles. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Au XVIIe siècle, quand on développe le calcul des probabilités, Pascal est en correspondance avec Fermat. Oui, la fameuse correspondance. Voilà, correspondance. Voilà. Et Pascal envoie un théorème qu'il croit avoir démontré à Fermat, et Fermat lui répond en disant non, il y a une erreur là ou là. Tu sais ce que Pascal répond? Je trouve ça admirable. Il répond, il dit ce qui est vrai à Toulouse est aussi vrai à Paris. C'est beau, hein? Oui, 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 tout à fait. On va peut-être passer à une autre phase de cette interview en abordant la question plus sous l'angle international. Oui. Et notamment, je sais que tu as été un des créateurs de PME, du groupe international Psychology of Mathematics Education. Tu l'as brièvement évoqué au début de l'interview. On pourrait revenir peut-être un peu plus en détail sur cette création, la façon dont elle s'est passée, et puis aussi sur ce qui a été possible à travers ce groupe pour mettre en relation les deux champs de psychologie et de didactique des mathématiques. Alors je suis obligé d'aller à grands traits, très simple. Premièrement, quand même si je dois fixer une date, c'est 1976, c'est le congrès international de Karlsruhe. Et il y a à ce moment-là un débat en commission sur ce qui pourrait ressembler à la didactique, mais le mot n'est pas prononcé encore à ce moment-là. Il y a des Allemands, notamment de la grande université qui avait travaillé là-dessus en Allemagne, qui prennent part à la discussion, et puis des Britanniques, et les Français, il y a Machin qui est le Educational Studies, le gros bouquin de Freudenthal. Hans Freudenthal, qui est alors... oui, tout à fait. Mais qui est un emmerdeur fini, parce qu'il parle en anglais, il parle dans sa langue, il parle en français, et successivement, tu vois. Donc il occupe toute la place de la discussion. C'est impossible, donc on se révolte. C'est juste. Mais pour l'essentiel, il y avait donc l'idée de créer quelque chose de propre au travail sur l'éducation et sur l'apprentissage. Et à ce moment-là, on décide de créer un truc en Belgique l'année suivante. J'ai emmené Brousseau en voiture en Belgique. Et il était assis derrière moi. Et j'ai attrapé un torticolis parce que
quand tu mets Guy Brousseau derrière dans la voiture, bah, tu passes ton temps à retourner la tête pour pouvoir parler avec lui, tu vois. Terrible. N'empêche que ce petit colloque a lieu, il y avait quoi, 70 ou 80 personnes. Oui. Et l'année d'après, c'était en Angleterre, à Norwich, je crois. Warwick ou Norwich? Warwick. 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 Et il y avait Scamp, donc, qui était là. Il y avait Fishbein? Il y avait Fishbein. Alors Fishbein, c'était le gars qui travaillait, qui parlait de psychologie, de l'éducation, des mathématiques. Et donc voilà, on a avec lui et plusieurs autres personnes, notamment des Québécois et des Anglais. Donc c'est progressivement. Hein, les choses ne Il y a eu plusieurs. Donc le groupe PME, il n'a pas. Je croyais que sa création officielle c'était en 1976. La création officielle est un peu plus tardive alors. Oui, c'est ça. D'abord, il fallait écrire une constitution. Alors, pour écrire la constitution, je réunis les gens chez moi. On s'était beaucoup disputé à Warwick, tu vois. Bon. Alors, moi, en essayant de coller les morceaux, tu vois, je dis, bon, ben, j'invite. Alors, j'ai invité 2 personnes. Un type oh zut, c'est les noms propres me demandent le nom, là, qui tiennent allemand. Je l'ai invité chez moi. Hartwig Meissner. Meissner, voilà, c'est ça. Je l'invite donc chez moi, et puis l'autre, c'était qui? C'était un Anglais, je crois. Donc je les nourris bien, je les fais boire, et on arrive à un accord, et le coup d'après, aux États-Unis, hein, c'était, je crois, à San Francisco. Oui, à Berkeley. À Berkeley, oui. On propose la Constitution, adoptée sans discussion. Donc j'étais content, parce qu'il avait fallu pas mal de temps, tu vois, et de discussion pour arriver à ça. Voilà, donc là, à ce moment-là... Donc ça, c'était la première constitution. Première constitution qui a dû être révisée après 1 ou 2 fois, sans doute. Voilà, et donc... il disait que le but de PME, c'était... c'était de... Alors, ça s'appelait PME, Psychology of Mass Education, parce qu'on voulait avoir une approche, disons, un peu développementale, il faut quand même le dire. C'était quand même une inspiration... Fishbein était lui-même assez piagétien, dans le fond. Alors le problème, c'est que ça n'a pas plu à tous les mathématiciens, il faut quand même le dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces psychologues qui veulent se mêler de l'éducation mathématique, tu vois? Bon, alors, c'est vrai, objectivement. Donc le résultat, c'est qu'il y a eu un petit peu un défaut. Les mathématiciens qui étaient venus au départ, par exemple Brousseau, que j'avais emmené en Belgique, il n'a plus voulu aller à PME. Tu vois? Bon, c'est dommage. Et puis d'autres. Et donc le résultat, c'est que ça s'est développé un peu en marge. Bon, moi j'ai présidé PME pendant 2 ou 3 ans. Je me souviens, en Australie, en 84, j'étais président de PME. Le résultat, d'ailleurs, c'est que j'ai pas vu beaucoup de choses de l'Australie parce que j'ai été pris tout le temps, tu vois, comme tu peux. Mais il y avait eu un colloque PME à Grenoble, non? Oui. Oui, alors ça, c'est Claude Comiti, Colette Laborde, moi qui l'avions organisé. Moi j'étais un peu le plus vieux à ce moment-là, tu vois, donc je tirais les ficelles un peu plus que les autres. Mais après, c'est les Grenoblois qui ont fait ça, Balachef aussi. Et oui, il y a eu ça, c'est en 81 ou quelque chose comme ça. Oui. En 81. Alors il y a eu Israël, il y a eu, je ne pourrais pas te réciter tous les endroits où on bien sûr, et puis il y a eu le colloque PME que tu as organisé à Paris. En 89. En 89, voilà. En même temps que le bicentenaire bicentenaire de la Révolution. Et en plus dans un bâtiment qui avait été créé par Louis XVI, enfin qui avait été inauguré par Louis XVI. Et j'avais commencé mon exposé en disant c'est pas tous les jours que les didacticiens des mathématiques peuvent siéger dans un bâtiment qui a été conçu, enfin pas conçu, mais disons décidé par un roi assassiné. Si on en était au volet international, est-ce que tu peux parler un peu de tes collaborations internationales, de tes nombreux élèves? Écoute, oui, alors d'abord, au-delà de PME, le groupe PME. Oui, PME c'était évidemment un point important, mais c'est vrai que, par exemple, on m'a invité en Australie en 84 à faire un exposé au-delà de PME, tu vois, parce que je présidais PME, mais on m'a demandé dans le grand congrès de faire un exposé. Et à la fin de ma conférence, je vois 2 charmantes brésiliennes qui arrivent et qui me disent « Est-ce que ça vous dirait de venir éventuellement nous faire un cours pendant 1 semaine à Recife ?»
hein. Et c'était une collègue qui est maintenant prof à Oxford, Thérésine? Thérésina, et puis une autre collègue qui a perdu son mari, mais qui s'est remariée avec le mari de Thérésina, Anna Lucia Schiman, et qui est à Boston maintenant. Bon. Alors j'ai dit oui, donc me voilà parti à Recife, avec grand plaisir. C'est mon premier voyage au Brésil. Et donc j'ai fait un cours de 8 jours, à la suite de quoi on m'a envoyé des étudiants brésiliens. Et donc j'en ai formé une quinzaine. Alors la première était quand même pas par le biais de Recife. C'était Esther Grossi, qui était venue accompagner son mari, qui était spécialiste des enfants prématurés, et qui était venu faire un stage à la clinique de Port-Royal. Et sa femme, elle a commencé à faire une recherche avec moi. Donc je l'accueillais, j'habitais Vernouillet à l'époque, je l'accueillais à l'entrée de l'autoroute, parce qu'elle habitait pas très loin. On allait à Orléans en voiture, on arrivait à 8h du matin là-bas, un petit peu, quoi. Et pour les expérimentations qui étaient faites. On travaillait avec la 6e, la 5e, la 4e et la 3e dans la même matinée, les 4 classes, sur des sujets proches. Tu vois. Ouais. Et c'est là aussi que vous avez travaillé sur les volumes, les grandeurs, la multidimensionnelle. Là, elle a fait sa thèse sur le concept de multiple. D'ailleurs, elle vient de faire un exposé là, au colloque du Brésil. Ah oui, parce que tu me disais juste avant l'interview qu'il y a eu récemment un colloque au Brésil le mois dernier, sur la théorie des champs conceptuels. Oui, sur la théorie des champs Donc conceptuels. cette théorie des champs conceptuels, elle a migré. Elle a migré un peu en Amérique latine. Voilà. En particulier en Amérique latine. Oui, et en particulier au Brésil, je dirais, un petit peu aussi en Argentine et au Chili. Je suis allé un peu partout là-dedans. Et je dois dire que moi, j'avais enseigné aussi en Guyane, mais c'était peu important, c'était un petit peu... Et qu'est-ce que t'ont apporté aussi, je pense, comme tout un chacun, ces dépaysements et ces migrations de la théorie? Qu'est-ce que tu en as appris? Ah, bonne question, mais difficile. Bon, d'abord, tu mesures le décalage. On avait de l'avance en France, il faut le dire. Hein. Donc le premier problème, c'est le décalage. Deuxièmement, c'est le fait que en fait, ils ont des problèmes qui sont très sérieux, notamment parce que c'est des pays qui se développent et qui n'ont pas beaucoup de ressources encore pour former les gens, tu vois. Et donc, ils te posent des questions qui sont, à certains égards, naïves, mais qui te font réfléchir, tu vois. Qui sont très profondes. Voilà, qui sont très profondes. On passe à la 4e partie de cette interview et donc aux travaux, parce que tu n'as pas seulement été à l'origine le créateur de la théorie des champs conceptuels, tu as aussi fait un gros travail au-delà même de la didactique des mathématiques en didactique professionnelle. Alors je ne vais pas te demander pour nous de parler ici directement de la didactique professionnelle, mais plutôt essayer d'expliquer l'intérêt que tu vois à ce travail aussi pour la didactique des mathématiques, hein, pour ne pas trop dévier par rapport à la trame générale de cette interview qui est quand même centrée sur la didactique des mathématiques. Alors la didactique professionnelle, c'est vrai, elle s'est quand même, dans une large mesure, inspirée de la didactique des maths. C'est-à-dire que c'était la didactique des maths qui était la plus avancée dans les différentes disciplines. Moi, j'avais été invité par Chevènement à écrire un rapport, le rapport Caraz, qui était dirigé par une sociologue. Donc on fait un petit peu le bilan de la recherche en éducation et en formation, et en accompagnement des enfants, d'une manière plus large, tu vois. Et à ce moment-là, le ministère de la Recherche découvre que tout de même, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les chômeurs de longue durée, et il invite un groupe de réflexion, dont je fais partie, avec une bonne demi-douzaine d'autres personnes. Et parmi ces... Alors on fait un petit rapport, que Curien, qui était ministre à ce moment-là... de la Recherche. Oui, ministre de la Recherche. Il doit faire une introduction, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. Ouais. Et puis moi je décide de créer un séminaire avec Pierre Pastré, qui était le gars parmi mes élèves qui était le plus
ouvert vers ça. Il faisait sa thèse à ce moment-là sur la conceptualisation chez les gens qui travaillent avec des machines automatisées, des machines à injecter du plastique. Tu vois. Et c'est un type très très bien, Pierre Pastré. Tu le connais peut-être un petit peu. Oui, un peu, bien sûr. C'est quelqu'un qui est ancien séminariste, passionné de Hegel et d'Aristote. Il faut le faire quand même. Hein. Et il enseignait à ce moment-là à Dijon à des adultes. Et il va voir le directeur du laboratoire de psycho de Dijon pour lui dire « j'aimerais bien faire une thèse ». Il explique un petit peu comment il pourrait avancer dans ce domaine. Et l'autre lui dit « oh, mais c'est pas mon domaine, allez donc voir Vergniaud », parce que Vergniaud, il était réputé parmi les psychologues pour accepter n'importe quoi. Et la raison, en fait, c'est pas n'importe quoi, mais c'était, disons, je laissais les gens, quand ils avaient des idées, je les laissais travailler sur leurs idées, tu vois. Donc Pierre Pastré vient me voir, et ça marche. Et donc il fait cette thèse sur la conceptualisation chez des ouvriers travaillant sur des machines automatisées. Bon, après, il a travaillé sur le contrôle des centrales nucléaires et sur d'autres trucs. Bon, il a formé des élèves à Dijon, il a dirigé un labo qui a été pris ensuite par Patrick Mayen. Et donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées dans ce séminaire. Et puis comme on voyait que, parce que tu sais, le ministère de la Recherche, il change le ministre, tout change. Bon. Donc à un moment donné, patatras, on avait théoriquement un contrat, ils n'ont même pas honoré le contrat qu'on nous avait donné. Donc moi je vais voir le club CRIN. Et je dis, ben, j'aimerais bien le club recherche-industrie. J'aimerais bien qu'on crée quelque chose. Là, on a créé un truc. Donc j'étais rapporteur scientifique pendant assez longtemps. Pierre Pastré a pris la suite d'ailleurs de ça. Et on a ce club CRIN qui est à la fois CNRS et université et puis entreprise. On a développé des recherches qui étaient intéressantes sur le plan du travail. Ça ne s'appelait pas didactique professionnelle, mais c'était quand même l'analyse des compétences et le développement des compétences dans le travail, dans l'expérience. Voilà, et ça c'est... alors qu'est-ce qui nous rapproche des didactiques des maths? Dans les deux cas, c'est le fait qu'il y a des situations très importantes qu'il faut repérer, analyser. Il y a une activité en situation qui a des propriétés en relation avec les propriétés des situations ou plus ou moins en relation avec les propriétés des situations. Et donc, finalement, il y a une problématique proche. Et il y a de la conceptualisation. Et il y a de la conceptualisation, bien sûr. Oui, c'est ça qui est essentiel. C'est une conceptualisation qui ne dit pas son nom de manière explicite, la plupart du temps. Et donc ça, effectivement, je vois bien les ponts. Je pense que en quoi tu sens le besoin, effectivement, ce que ça peut apporter à la didactique des mathématiques. D'abord parce que c'est utile. C'est-à-dire qu'il y a des gens tu as des adultes qui passent en formation de stage en stage et qui apprennent pas grand-chose. En partie parce que c'est pas bien fait. Tu vois, on ne sait pas s'appuyer sur leur expérience antérieure, on ne sait pas non plus vers quoi les amener pour que ça soit à la fois branché sur ce qu'ils savent déjà et puis que ce soit du nouveau, un petit peu comme les problèmes qu'on rencontre en éducation. La zone de proche développement de Vygotsky, c'est quand même un peu ça, c'est appuyons-nous sur ce que l'enfant sait, mais on sait que c'est pas assez, donc proposons-leur des situations où ils ont besoin de découvrir des choses nouvelles, avec l'aide des autres. Oui, et puis il y a aussi toute ces besoins de connaître davantage les mathématiques qui se font dans le monde du travail, je pense, qui est pour nous extrêmement important, parce que les mathématiques ne vivent pas seulement dans l'école. Alors le problème, si tu veux, c'est que c'est pas seulement des mathématiques. Par exemple, les propriétés physiques des objets, matérielles des objets sont importantes. Si c'est l'agriculture, par exemple, tu vois, il y a des gens qui ont travaillé sur les agriculteurs qui avaient besoin de choisir quelle culture ils allaient faire cette année, les problèmes d'assolement, etc. C'est pas tout à fait la même chose que le gars qui apprend la mécanique comme stagiaire d'un mécanicien professionnel, ou si c'est quelqu'un d'autre qui travaille sur la conduite de centrales nucléaires, par exemple. Le copain de ma fille la plus jeune en ce moment, il est conducteur de centrales nucléaires à côté de Bordeaux.
Bon, alors je n'ai pas encore réussi à le mettre dans le coup, mais j'aimerais le faire parler un peu plus, tu vois, ça m'intéresserait. Parce que c'est des activités complexes quand même, tu vois. Complexes et qui mélangent des connaissances effectivement extrêmement Absolument. diverses. Bon, circuit primaire, Où circuit secondaire, etc. où les mathématiques sont imbriquées dans c'est ça, voilà. des connaissances beaucoup plus complexes. Mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui aussi pour nous, dans la mesure où il y a vraiment ce besoin qui est exprimé de faire plus de liens avec d'autres disciplines, avec les pratiques sociales. C'est vrai que l'édifice des mathématiques, tel qu'on l'a connu au XXe siècle, tu vois, et qui repose sur 2000 ans et plus de 2000 ans d'histoire, c'est une chose très importante. Mais c'est vrai qu'il y a des développements aujourd'hui qui ne se résument pas à ça. Même si on peut éventuellement les mettre en forme grâce à cela, grâce à ce patrimoine, il y a tout de même des choses qui sont un peu différentes. Alors à commencer par l'informatique, bien sûr, mais pas seulement. On a un petit peu facilement l'idée que l'informatique, ça va régler les problèmes. Non, je crois que c'est plus compliqué que ça. Et, bien. Oui, tout le monde le sait, tout le monde le sait bien. Dis-moi alors, peut-être que l'on va conclure bientôt, mais avant cela, ta vision. Alors j'aimerais bien sûr avoir, pour conclure, ta vision actuelle du chant. Est-ce que, et en particulier de cette école, tu as été un des pères fondateurs de l'école française de didactique. Comment tu la vois aujourd'hui, cette école française de didactique, ses évolutions, ses forces, ses faiblesses peut-être? Elle est bien. D'abord, moi je trouve qu'elle est forte. Hein, même s'il y a quelques trucs qui ne sont pas, à mes yeux, suffisamment développés, notamment du point de vue du développement dans la durée, tu vois. Et le développement dans la durée, c'est pas seulement les enfants entre 4 ans et 18 ans, hein, c'est aussi les adultes. Hein. J'ai dirigé une thèse sur ce qu'apprennent au cours de leur expérience des syndicalistes de la métallurgie au Brésil. C'est incroyable, en prenant, tu vois, deux types qui ont la même ancienneté dans le syndicalisme, 2 ans et demi, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, tu regardes, tu les mets à débattre autour, des enjeux du syndicalisme aujourd'hui, ou d'une politique de l'éducation au Brésil. Hein, c'était une thèse brésilienne. Et tu t'aperçois qu'il y a un enrichissement de la conceptualisation qui passe par le vocabulaire, par les énoncés, par les arguments, le niveau des arguments qui sont utilisés, etc., c'est absolument incroyable. Donc on apprend plein de choses dans le travail, pas de doute. Oui, bien sûr. Ça, je crois que personne n'en doute. Alors, non, on ne le doute pas, mais il faut le faire. Oui, mais le mettre en évidence, c'est autre chose. Voilà, il faut le faire, et puis ça vaut la peine, parce que tu peux pas... Il y a tellement de choses que tu ne peux pas tout enseigner, tu ne peux pas tout résumer. Et en même temps, c'est des questions aussi importantes pour la formation et le développement professionnel des enseignants, pas juste des élèves. Alors là, il faut reconnaître quand même que Janine a bien fait le pont, tu vois, avec Aline. Oui, avec Aline Robert. Janine Rogalski et Aline Robert. Oui, sur le problème des rapports entre ergonomie et didactique. Et pour les enseignants, c'est essentiel. Les enseignants sont aussi des travailleurs, donc qui relèvent de la didactique professionnelle à certains égards. Et la didactique de la discipline qu'ils enseignent, par exemple pour les mathématiciens, elle est essentielle dans leur ergonomie. Essentielle. Mais elle ne résume pas tout. Hein, elle ne fait pas le tour des choses totalement, la didactique. C'est ça la question. Hein, et là, je pense que là, Janine et Aline ont bien mis le doigt sur ce problème. Et voilà. D'autres commentaires sur cette didactique? Il y a plein de choses à faire dans le rapport entre les études universitaires ou les études supérieures, disons, et puis le travail, tu vois. C'est-à-dire que ce lien-là, il n'est pas bien fait. Il progresse, il y a des choses qui se font dans le bon sens quand même. Hein. On va pas, c'est pas nul et non avenu, mais c'est quand même faible. Et pourquoi? Parce qu'on ne prend pas au sérieux le travail. On ne prend pas au sérieux les compétences qui sont nécessaires dans le travail. Donc tu nous engages à travailler davantage dans cette direction? Oui, enfin, je vous engage. En particulier, moins collectivement. Non, mais quand tu vois comment c'est... Moi, la médecine,
et la recherche en biologie et en physique, hein, qui a contribué énormément au développement de la médecine. Quand tu vois, l'INSERM est créé en 1967. C'est récent dans l'histoire. 1967. Et moi, j'ai toujours dit, mais il y a dans le domaine de l'éducation et de la formation des choses à faire qui sont du même ordre que ce qu'on a pu faire dans la santé, malgré les différences, puisqu'il y a des différences importantes, bien entendu. À savoir, on a besoin à la fois d'une recherche plus développée, puis d'un rapport étroit, plus étroit en tout cas, entre la recherche et la formation. C'est sûr, et il faut des structures, et pour ça, il faut aussi effectivement des moyens et des types de travaux qui, de grande envergure. Tu résumes mieux les choses que moi. Voilà. Hein, que nous n'avons souvent pas, et jusqu'à présent Mais pas. Mais voilà, il ne faut les pas être impatient trop, parce que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de sciences qui ont péniblement vécu aussi des phases d'installation. Il est clair que le champ de la didactique, effectivement, est un champ qui est encore un champ jeune, mais un champ sans doute extrêmement utile et nécessaire à nos sociétés. Et oui, et d'ailleurs c'est un moyen de défense pour la didactique, que de montrer son utilité. Il ne s'agit pas de dire c'est une science appliquée, point. C'est pas ça, mais c'est aussi une science appliquée et applicable. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, hein, je ne veux pas noircir le tableau, parce que je trouve qu'on a quand même bien travaillé en moyenne, hein, et il y a une communauté en France qui est bonne, mais il y a quand même à faire. D'accord. Bien, on va peut-être conclure là-dessus. Je te remercie beaucoup, Gérard, pour cet entretien. You are welcome.